Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de traiter un sujet assez transversal, le pouvoir. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur un livre très populaire dans le développement personnel, Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Très succinctement, c'est un livre qui illustre que le pouvoir est avant tout une affaire de compétences. Selon Robert Greene, la notion du bien ou du mal n'a pas sa place dans son ouvrage. Si on ignore les mécanismes du pouvoir, on finira par en subir les conséquences. Je vous propose un top 10 des 48 lois du pouvoir dans une série de 10 podcasts pour comprendre comment déceler, acquérir et protéger le pouvoir, que ce soit à l'école, au travail, à la maison et plus largement dans la vie. J'aimerais apporter une lecture psychologique à travers ces 10 épisodes, ce qui permettra à la fois de prendre conscience des principes du pouvoir et aussi de comprendre pourquoi ça fonctionne ainsi. Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser que le top 10 n'est pas défini dans un ordre particulier. Une loi n'est pas meilleure qu'une autre. Autre point important, c'est la notion même du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir ? Car oui, si on cherche à obtenir du pouvoir, mais que l'on ne sait pas concrètement ce que cela signifie, alors on ne parlera peut-être pas de la même chose. Je définis le pouvoir comme le contrôle asymétrique des ressources et sanctions. Quand je dis ressources, il peut s'agir de ressources financières, sociales, intellectuelles, émotionnelles et aussi de compétences en tout genre. Quant à l'asymétrie, c'est le fait qu'il y ait un déséquilibre. L'un possède la distribution des ressources ou des sanctions. Vous verrez que cette définition sera en filigrane tout au long de la série de podcasts. Bon, nous allons pouvoir commencer à plonger dans les lois du pouvoir selon Robert Greene et la psychologie sociale. Dans ce premier podcast, nous allons traiter la loi 1, ne surpassez jamais le maître. Quand une personne détient un pouvoir sur ce que vous convoitez, ou au contraire peut vous infliger des sanctions, mieux vaut éviter de briller plus que la personne ou de lui faire de l'ombre. Et cela dans les différentes sphères de la vie. Prenons la sphère du travail. Lorsque l'on a de l'ambition, que l'on souhaite évoluer professionnellement, une idée préconçue est de chercher à montrer que l'on est compétent aux yeux de son supérieur. Même bien plus que cela, mettre en évidence que vous en savez plus que lui, voire plus compétent que lui. Que ce soit en idées, prise de décision, gestion, etc. Vous savez, cette petite phrase qui vous dit « Mais il est bête ou quoi ?» C'est plutôt ça qu'il faut faire. C'est par exemple dire à son supérieur « il vaudrait mieux faire ça. Je pense que vous vous trompez. Moi, j'ai une meilleure idée. » En effet, quand vous dévoilez votre compétence, vous ne montrez pas uniquement votre efficacité, vous créez un renversement de la dynamique de pouvoir. Car psychologiquement, le pouvoir peut être attribué à une personne pour différentes raisons. En voici deux courantes. La personne dispose d'un statut dans l'organisation du travail, par exemple manager, ou encore la personne est considérée comme compétente. Quand vos comportements ou paroles peuvent laisser croire que vous pouvez faire mieux que votre supérieur, cela menace son statut ou sa compétence. Dit autrement, pourquoi il resterait à ce poste et vous au vôtre, étant donné que vous paraissez plus compétent que lui. En psychologie sociale, nous appelons cela la menace de l'ego ou la menace identitaire. L'identité de l'individu, l'image qu'il a de lui-même, se construit sur ce statut et ou cette perception de compétence. Ainsi, briller plus que son supérieur, c'est lui faire de l'ombre. C'est prendre le risque de se faire couper l'herbe sous le pied. En pensant bien faire, vous produisez le contraire. En conséquence, un tas de mécanismes de défense peuvent s'activer pour que le supérieur protège son identité. Cela peut être d'ignorer votre conseil, de vous rappeler où se situe votre place, ou encore de vous décrédibiliser. Le pouvoir aime la symétrie et la légitimité. Évitez de faire de l'ombre à celui qui contrôle les ressources et l'extension. Heureusement, tout détenteur de pouvoir ne réagit pas négativement. Quand le subordonné fait preuve de propositions pertinentes, en effet, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Premièrement, de l'estime de soi du détenteur de pouvoir. L'estime de soi,
c'est la valeur que l'on se porte en tant que personne. Une personne avec une estime de soi haute mais instable est davantage sensible à cette perception de menace de la compétence. Pour eux, la compétence du subordonné est un miroir de leur propre insuffisance. Deuxièmement, le syndrome de l'imposteur. Si la personne ne se sent pas de base légitime, lorsqu'une situation vient menacer la position de pouvoir, cela peut activer la perception de menace. Troisièmement, certaines personnes adhèrent à une idéologie qui est l'orientation à la dominance sociale. C'est-à-dire que ces personnes considèrent que les hiérarchies doivent être maintenues à tout prix pour garantir l'ordre. Pour ces profils, un subordonné qui dépasse son supérieur ne commet pas seulement une erreur tactique, il commet un outrage à l'ordre naturel des choses, ce qui déclenche une volonté de rappel à l'ordre immédiat. Je vais poser un avis critique et prendre le contre-pied de cette loi, car il ne faut pas non plus adopter une vision dogmatique, qui consisterait à rester un bon soumis, à ne pas froisser l'ego du pouvoir. Alors, quoi faire pour maximiser cette loi ? Primo, définissez vos buts. Dans ce contexte de travail, avec cette personne, quels sont mes buts ? Monter dans la hiérarchie, avoir une meilleure paye, monter en compétences, préserver des relations professionnelles saines, être heureux dans votre travail. Secondo, évaluez le pouvoir et posez-vous la question en quoi cette personne a une influence sur vos buts. Niveau ressources, ça pourrait être: peut-il me permettre de grimper dans l'échelle sociale ? Peut-il m'octroyer une meilleure rémunération ou des primes ? Ou encore, peut-il me permettre d'accéder à des formations pour monter en compétences ? Voilà des questions à se poser selon vos buts. Concernant les sanctions, peut-il vous pourrir la vie au travail ? Vous faire des remarques ? Refuser vos propositions ? Vous soumettre des exigences non réalisables ? Tertio, à quel genre de figure de pouvoir a-t-on affaire ? Une personne qui se sent menacée lorsqu'on propose mieux ? Ou au contraire, une personne qui encourage la prise d'initiative ? A-t-on affaire à une personne qui adopte des comportements de mise à distance ? C'est-à-dire que la personne remet de la distance dans la relation quand elle voit que l'asymétrie de la relation se réduit, se traduisant par une perception de la diminution de pouvoir. Un bon exemple, c'est le vouvoiement. Naturellement, les gens défavorisés dans la relation de pouvoir vont tenter de gommer l'écart, mais certains n'apprécient pas du tout cela, et vous le feront remarquer d'une manière ou d'une autre. Certains sont très directs, c'est la sanction sociale immédiate. Ah, on se tutoie maintenant. Je pensais pas qu'on allait élever les cochons ensemble. Ou encore, n'oubliez pas que vous êtes étudiant, employé, simple vendeur, et d'autres vont émettre des signaux implicites, des sous-entendus. Par exemple, vous tutoyez la personne plusieurs fois et elle maintient le vouvoiement en accentuant le vous pour signaler que les règles n'ont pas changé. Si après plusieurs signaux émis, la personne n'observe pas de régulation dans votre comportement, elle va passer sur un registre plus direct. Outre la mise à distance, un autre piège à identifier, c'est celui de l'effet golem. Dans ce scénario, votre supérieur ne se contente pas de vous diriger. Il construit activement une image de vous comme étant intrinsèquement moins capable, que ce soit au niveau de votre intelligence, de vos capacités ou compétences techniques. Il maintient délibérément un écart de perception entre vous et lui. Alors, pourquoi me diriez-vous ? Parce qu'en vous maintenant psychologiquement dans une position d'infériorité, il légitime sa propre position. Si vous êtes perçu comme moins qu'eux, alors sa domination n'est plus arbitraire, elle devient naturelle et nécessaire. C'est un cercle vicieux. En ne vous confiant que des tâches périphériques, insignifiantes, ennuyantes, rébarbatives, et en ignorant vos éclats de génie, il crée la preuve de votre supposée médiocrité pour justifier le fait que vous ne progressez pas. Si je résume jusqu'à présent, on se fixe des buts dans le contexte et on détermine qui a le pouvoir de les influencer. Puis on évalue le profil détenteur du pouvoir. Dans ce dernier point, on a vu qu'il fallait faire très attention à ceux qui disposent d'une estime de soi instable, à ceux qui posent perpétuellement des distances et à ceux qui utilisent l'effet golem pour se maintenir eux-mêmes dans la perception du pouvoir.
On va en voir deux autres profils un peu plus subtils, le leader narcissique grandiose et le machiavélique. Le premier, contrairement à celui qui ne se sent pas légitime, celui-ci est très charismatique et sûr de lui. Il ne se sent pas menacé par votre compétence technique car il se croit supérieur par nature. Mais il est extrêmement sensible à l'ingratitude. Si vous brillez, vous devez absolument lui attribuer le mérite publiquement. Il acceptera votre génie tant que vous agissez comme une extension de sa propre gloire. Si vous oubliez de le citer, il vous écrasera, non pas par peur, mais par punition pour votre manque de loyauté. Très sympathique ce profil. Quant au machiavélique, c'est le plus fourbe de tous. Il est froid, pragmatique, il n'a aucun attachement émotionnel. Il ne se sent pas vexé par votre compétence, il l'évalue comme une menace politique. S'il voit que vous êtes plus compétent, il ne fera pas de scène. Il sourira, vous félicitera, puis sabotera discrètement votre travail. Il donnera des informations erronées pour que vous fassiez une erreur fatale. C'est le profil le plus dangereux car il cache sa réactivité derrière une façade de professionnalisme. Une personne qui paraît sympathique et souriante ne signifie pas qu'elle est authentique. Cela peut être stratégique. Et par expérience, je l'ai appris à mes dépens. Compliqué à déterminer à qui on a affaire, me diriez-vous. Il n'y a pas de recette unique. C'est un faisceau d'indices qui permet de faire des hypothèses sur le profil détenteur du pouvoir. Au-delà de la sphère professionnelle, le pouvoir s'exerce dès qu'il y a des humains et des ressources convoitées. Naturellement, on observe des dynamiques de pouvoir dans le couple et plus largement la famille. On aime croire que le foyer est un sanctuaire, un havre de paix où l'ego s'efface devant l'amour. Détrompez-vous, la réalité est bien plus brutale. C'est souvent dans l'intimité que les dynamiques de domination sont les plus vicieuses. Le pouvoir au sein du couple peut revêtir plusieurs formes. Ne pas en avoir conscience, c'est prendre le risque d'en subir les frais. Vous qui m'écoutez, si vous avez déjà été en couple, il y a de fortes chances que vous reconnaissiez l'une de ces situations de pouvoir. Commençons par le pouvoir économique. Celui qui finance le logement, paie la majorité des dépenses, assume les imprévus, soutient le niveau de vie, dispose alors d'un pouvoir sur l'autre, principalement un pouvoir décisionnel. De décider quoi manger, où partir en vacances, quoi s'acheter pour se faire plaisir. À partir de là, il y a 3 cas de figure. Le premier, c'est la rupture, car la symétrie ne convient pas. C'est par exemple le sentiment d'injustice, le fait que l'un fait plus que l'autre et donc on ne l'accepte pas. Le deuxième est que l'on accepte la symétrie car on la reconnaît comme légitime et nécessaire, chacun possède des leviers de pouvoir différents. Le troisième est que l'on n'accepte pas cette dépendance, cela nous amène à 2 chemins possibles. L'un est de disposer autant de pouvoir que l'autre sur les mêmes aspects, dans ce cas le pouvoir est neutralisé, il est partagé, ou alors il y a situation déséquilibrée. Dans ce cas, il va falloir négocier la force de pouvoir sur d'autres leviers que l'on va explorer. L'argent peut rapidement être la source de problèmes dans le couple. Réfléchissez bien à ce que je vais vous révéler sur les leviers du pouvoir, car ça peut devenir game changer dans la relation. Bien souvent, là où il y a besoin, il y a du pouvoir. Dans un couple, il y a différents besoins à satisfaire. Se loger, se nourrir, se divertir sont des besoins de sécurité matérielle et biologique. Outre l'argent, il y a également les besoins affectifs, sexuels, organisationnels, et sur un niveau plus haut, les besoins identitaires, tels que le statut social, l'accomplissement. Comme je le disais juste avant, là où il y a besoin, il y a pouvoir. Nous nous construisons une identité et des besoins dont certains sont universels, ce qui signifie que tout humain, sans exception, en a besoin. On va explorer chaque besoin pour comprendre en quoi ils peuvent devenir un levier de pouvoir. Généralement, dans le début d'accouplement, on va chercher à satisfaire les besoins affectifs et sexuels. Les besoins affectifs convergent dans la recherche de la reconnaissance d'autrui, c'est-à-dire de rechercher à être reconnu, existant et de manière significative dans la vie psychique de l'autre. Dans le jargon courant, se savoir que l'on compte pour l'autre, que l'on a de l'importance à ses yeux,
Ça va passer par les compliments, l'admiration, les messages d'amour, le temps qu'on lui accorde, les mots affectueux. Il peut également s'agir des comportements, enlacer la personne, lui tenir la main, l'embrasser, les caresses, etc. Et de manière plus indirecte, s'intéresser à la personne sur comment était sa journée, l'écouter avec attention, se préoccuper de son bien-être, rassurer sur les craintes et peurs, la soutenir émotionnellement quand elle ne va pas, la soutenir émotionnellement quand elle va mal, et bien d'autres. Quant aux besoins sexuels, inutile de vous faire une liste, je pense que vous savez de quoi on parle. Nous avons tous des préférences, des envies, une certaine régularité que l'on souhaite assouvir durant les ébats sexuels. En somme, nous avons des besoins affectifs et sexuels à satisfaire que l'on peut regrouper sous forme de capital affectif. Si la personne avec laquelle nous sommes peut les satisfaire, cela lui confère un pouvoir, celui de décider de le satisfaire ou non. Distribution, privation. Un peu comme une addiction, où l'on prend l'habitude d'avoir sa dose. Mais si la personne décide de ne pas la fournir, alors il peut y avoir un état de manque, un sentiment de privation, et notamment d'être délaissé, abandonné concernant les besoins affectifs et sexuels. Certaines personnes ont des besoins affectifs plus importants que d'autres. Cela peut se transformer en vulnérabilité, en une dépendance affective. Un pouvoir que l'autre peut actionner pour obtenir quelque chose de vous. Cela est d'autant plus vrai lorsque le capital affectif est rare. Dit autrement, on connaît très peu de personnes qui peuvent nous offrir cette nourriture affective ou sexuelle. En conséquence, elle a beaucoup de valeur pour la personne qui en dépend. Car elle sait qu'elle aura beaucoup de mal à retrouver cela chez quelqu'un d'autre. Au cours du temps, d'autres besoins dans le couple vont émerger. Parmi ces besoins figure de loin le besoin organisationnel. Il s'agit de l'organisation de la vie courante et domestique, la répartition des tâches dans le couple. Cela peut être au cœur des préoccupations et des disputes dans le couple, notamment les tâches domestiques, faire le ménage, cuisiner, s'occuper des enfants, etc. Ces tâches vont apporter une charge mentale à celui qui s'en occupe. Ainsi, celui ou celle qui dispose de cette charge détient un pouvoir sur l'autre, celui d'arrêter de les faire. Dans certains systèmes, on voit que l'homme dispose du capital financier et gère les incertitudes de la maison, comme le fait de bricoler, de faire de la mécanique, alors que la femme dispose du capital organisationnel. Comme un compromis, chacun détient un pouvoir qui, ensemble, mène à une stabilité. Enfin, dans un niveau plus haut, l'identité est centrale pour les individus. Nous avons tendance à chercher à se valoriser, à obtenir l'approbation ou la validation auprès des autres de manière détournée, à travers les habits, le véhicule, l'appartenance à une classe sociale. Cela renvoie aux besoins de statut social et de reconnaissance qui vont nourrir l'estime de soi. Certains en ont plus que d'autres. L'accessibilité y joue pas mal. Si l'on pense que ce n'est pas possible pour nous, alors on va chercher à se valoriser autrement que par le statut ou la reconnaissance sociale. Par exemple, une personne peut chercher à se valoriser en étant avec une personne qui correspond aux standards de beauté. S'afficher publiquement avec une personne très attirante physiquement, c'est fournir un signal social visible, qui indique une forme de succès dans la vie et génère de la fierté. Tout comme le fait de posséder une voiture, une maison, c'est socialement désirable. Bon, il y a d'autres formes de capital qui peuvent jouer, mais je me tiens à ceux-là car ce sont les plus parlants. On pourrait également inclure le capital social. Si la personne nous permet d'accéder à un réseau social, nous permettant de se sentir inclus dans un groupe et échapper à la solitude, c'est une autre forme de pouvoir, l'accès au groupe. Que peut-on en tirer de ces leviers de pouvoir ? Une personne A peut posséder un capital financier et ainsi avoir un pouvoir décisionnel sur la personne B. Mais si la personne B dispose d'un capital affectif, sexuel, organisationnel, identitaire ou social, alors il y a possibilité de gérer une position partagée de pouvoir. La domination de l'un sur l'autre commence lorsque l'un prend conscience qu'il possède et contrôle un capital plus important que l'autre, qu'il peut décider d'infliger une sanction par la privation du capital.
couper les dépenses financières, capital économique. Arrêter de donner de l'attention à l'autre ou suspendre les relations sexuelles, capital affectif. Ne plus cuisiner de bons repas ou demander davantage d'efforts sur les tâches domestiques, capital organisationnel. Ne plus prendre soin de son apparence physique, capital identitaire. Certaines personnes ont conscience qu'ils disposent d'un levier de pouvoir sur les aspects cités précédemment, mais n'ont pas conscience que l'autre en dispose également. C'est lorsque l'état de privation se fait ressentir que l'on prend conscience de notre vulnérabilité à l'autre. Bien souvent, la privation n'est pas explicite. La personne ne dit pas « Puisque tu refuses de faire ta part de ménage, eh ben je ne te parlerai plus ce soir ». Si tu continues à sortir tous les week-ends avec tes amis, il n'y aura plus de relations sexuelles entre nous. Dans la réalité, les choses sont rarement dites aussi clairement. Les sanctions sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus implicites. Par exemple, la personne devient froide après un désaccord, elle ne répond plus comme avant, elle répond de plus en plus tard aux messages, elle arrête de proposer des sorties ou des activités ensemble, elle ne fait plus de compliments, elle ne prend plus d'initiative, des gestes affectifs, elle ne montre plus d'intérêt pour la journée de l'autre, elle évite les discussions importantes, elle devient distante dans l'intimité. Rien n'est formulé explicitement. Mais progressivement, l'autre ressent moins d'attention, d'affection, de reconnaissance, de proximité, et c'est précisément à ce moment-là que le pouvoir apparaît. Parce que la privation révèle une chose très simple. Là où il y a manque, il y avait dépendance. Certaines personnes en font l'expérience et développent des mécanismes de défense. Elles deviennent alors des blocs de glace, des indépendants pour éviter toute forme de dépendance et donc de laisser un pouvoir à l'autre. Tandis que certains acceptent la vulnérabilité et que chacun peut disposer de différentes formes de pouvoir sur l'autre. C'est une question d'expérience de vie, de choix et de conditionnement sociétal. Ne surpasser jamais le maître ne signifie pas se placer dans une position passive ou soumise. Cela signifie comprendre quel pouvoir est important pour l'autre et éviter de le menacer directement. Autrement dit, ne cherchez pas à rivaliser avec votre partenaire sur le terrain où il possède déjà l'avantage. Au lieu de ça, explorez les autres leviers de pouvoir qui existent dans la relation. Car dans un couple, le pouvoir ne se limite pas à un seul domaine. Il peut être économique, affectif, sexuel, organisationnel, identitaire ou social. Et chacun de ces capitaux peuvent donner une capacité d'influence, celle de distribuer ou de priver l'autre de ce dont il a besoin. Alors dit comme cela peut sembler très calculateur, comme si l'on retirerait toute la dimension romantique de la relation. Mais réfléchissez un instant à vos expériences passées, ou à celles de votre entourage. L'amour conjugal est rarement totalement inconditionnel. Dans une relation, chacun endosse des rôles et répond à certaines attentes. Si ces attentes cessent d'être satisfaites, plusieurs choses peuvent se produire. Dans un premier temps, il y aura souvent des tentatives de privation, puis des tentatives de négociation. Et dans le meilleur des cas, une discussion pour comprendre ce qui ne fonctionne plus. Mais si les privations persistent et que les négociations échouent, alors le conflit apparaît. Ce conflit peut mener à une résolution ou parfois à une rupture. Car nous sommes des êtres humains avec des besoins fondamentaux. Le besoin de se sentir important pour l'autre, le besoin de reconnaissance, d'affection, mais aussi des attentes plus rationnelles. Par exemple, partager équitablement les tâches domestiques, participer aux dépenses du foyer, s'investir dans la relation. Lorsque ces besoins ou ces attentes sont ignorés ou frustrés, une tension apparaît. Et si cette tension s'installe dans le temps, la relation se dégrade. Comprendre les différents leviers de pouvoir dans le couple permet donc d'avoir une lecture plus lucide des relations. Il ne s'agit pas de manipuler l'autre. Il s'agit simplement de comprendre les dynamiques psychologiques qui structurent la relation. Et cette compréhension peut justement permettre de désamorcer des tensions, de négocier plus intelligemment et parfois de retrouver un équilibre dans la relation. Le pouvoir n'est pas forcément mauvais. C'est l'ignorance du pouvoir qui crée les conflits.
Mais il existe un autre type de pouvoir qui, à mon sens, surpasse tous ceux que nous avons vus jusqu'ici. Le sociologue Pierre Bourdieu l'avait théorisé, il s'agit du pouvoir symbolique. Le pouvoir symbolique repose sur la maîtrise de l'intelligence, du langage et des catégories de pensée. Une personne qui s'exprime avec aisance, qui possède un vocabulaire riche, qui est capable d'argumenter, de structurer sa pensée et d'influencer les représentations des autres, acquiert naturellement une forme d'autorité. Parce que dans une interaction humaine, celui qui maîtrise le langage maîtrise souvent le cadre de la discussion. Il définit ce qui est logique, il définit ce qui est raisonnable, ce qui est acceptable. Mais le capital symbolique va encore plus loin. Il permet aussi d'anticiper les événements, de comprendre les dynamiques en jeu et de gérer l'incertitude. Dans les moments de doute ou de difficulté, les individus cherchent souvent quelqu'un capable de donner du sens à la situation. Quelqu'un qui semble comprendre ce qui se passe. Quelqu'un qui paraît capable de proposer une direction et de délivrer des résultats significatifs. Naturellement, les autres commencent alors à s'en remettre à cette personne. Ils lui confient leur confiance, le leadership. Ils attendent ses analyses, ses décisions, et progressivement cette position produit plusieurs effets psychologiques puissants. De l'admiration, de l'identification, de la motivation pour passer à l'action. Celui qui possède un capital symbolique élevé devient souvent celui que l'on écoute, celui que l'on consulte et celui dont l'avis pèse le plus dans les décisions. Le capital symbolique devient alors un levier de pouvoir extrêmement puissant, car il permet d'influencer non seulement les actions des autres, mais aussi leur manière de penser la réalité. Et c'est précisément ici que l'on peut faire le lien avec la loi 1, ne surpasser jamais le maître. Lorsqu'une personne détient un capital symbolique élevé, elle occupe souvent une position de légitimité dans le groupe ou dans la relation. Elle est perçue comme celle qui comprend mieux les choses, qui sait expliquer et qui guide. Chercher à la surpasser frontalement, en contestant constamment son raisonnement, en cherchant à démontrer publiquement qu'elle a tort, ou en tentant de prendre sa place sur le terrain intellectuel, risque de menacer directement son statut. Et lorsqu'un statut est menacé, la réaction est rarement neutre. Elle devient défensive. C'est pourquoi la stratégie la plus intelligente consiste souvent non pas à affronter le maître sur son propre terrain, mais à développer son influence sur d'autres leviers de pouvoir. Ainsi, on évite une lutte frontale pour le statut tout en conservant une capacité d'influence dans la relation. Si vous deviez retenir une seule idée de cet épisode, c'est celle-ci. Le pouvoir n'est pas seulement là où il y a un chef, un patron ou une hiérarchie officielle. Le pouvoir apparaît dès qu'il existe une asymétrie dans le contrôle d'une ressource importante, qu'elle soit économique, affective, sexuelle, organisationnelle, sociale ou symbolique. La première loi de Robert Greene, ne surpassez jamais le maître, ne nous dit pas de devenir faible, passif ou soumis. Elle nous dit quelque chose de plus fin, de plus stratégique et surtout de plus psychologique. Identifiez ce qui donne à l'autre son statut, sa légitimité, son sentiment de valeur, et comprenez que le menacer frontalement a un coût. Au travail, cela peut être la compétence perçue, le rôle, la position hiérarchique. Dans le couple, cela peut être l'argent, l'affection, l'organisation, l'accès au groupe ou encore le capital symbolique. Et dans tous les cas, lorsque vous attaquez le terrain sur lequel l'autre tient son pouvoir, vous ne provoquez pas seulement un désaccord, vous provoquez une menace identitaire. Et c'est souvent là que commencent les sanctions, les mises à distance, les sabotages, les privations et parfois même les ruptures. La vraie intelligence relationnelle ne consiste donc pas à nier le pouvoir, elle consiste à le voir, à le comprendre et à agir avec lucidité. Parfois, cela veut dire négocier autrement. Et parfois aussi, cela veut dire comprendre que certaines relations sont structurées de telle manière qu'aucun équilibre sain n'est possible. En somme, le problème n'est pas l'existence du pouvoir, le problème, c'est de l'ignorer, de mal le lire ou de croire naïvement que les relations humaines fonctionnent sans enjeu de statut, de dépendance et de contrôle. Comprendre le pouvoir, ce n'est pas devenir manipulateur,
c'est devenir moins aveugle. Et souvent dans la vie, être moins aveugle, c'est déjà être un peu plus libre. Je vous laisse réfléchir à cela. Sur quel terrain, dans vos relations, avez-vous déjà essayé de surpasser le maître sans même vous en rendre compte ? Et à l'inverse, sur quel terrain avez-vous laissé quelqu'un définir seul les règles du jeu ? Dans le prochain épisode, nous poursuivrons cette exploration avec une nouvelle loi du pouvoir, toujours avec ce même objectif, comprendre les mécanismes psychologiques qui gouvernent les relations humaines pour mieux les repérer, s'en protéger et parfois aussi pour les utiliser efficacement.